C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer cette première session de workshop qui a été voulue par notre président pour essayer d'aborder les problématiques du quotidien de façon un petit peu moins académique, un peu plus pratique en rapport avec la pratique clinique. Donc je ne vais pas m'étendre et je vais laisser la parole à Nicolas Wallard, que vous connaissez probablement tous, qui est audioprothésiste, qui est président fondateur de la société iAudiogramme et qui est titulaire d'un doctorat en neurosciences au sein de l'École normale supérieure et qui va nous parler de l'audiométrie tonale, comment fiabiliser les mesures pour gagner en précision. Nicolas, tu as une demi-heure. Alors, un grand merci à tous. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pouvez poser des questions sur l'application. Et en fait, le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, effectivement, si vous avez des questions au fil de l'eau, normalement, Thomas est censé ne pas s'endormir et les retransmettre au fur et à mesure. J'essaierai de le réveiller si je vois que ça commence à faire du bruit. Hop. Alors... Donc effectivement, moi, on m'a demandé de faire une introduction sur l'audiométrie tonale et comment, en fait, on peut essayer d'améliorer la qualité des mesures. Alors, pourquoi c'est assez critique? Parce qu'en fait, l'audiométrie tonale, c'est quand même l'examen de base, en fait, d'un point de vue audiométrique, et un des examens de base du bilan d'orientation prothétique. Et malheureusement, une audiométrie, en fait, approximative, c'est une adaptation fragile. C'est-à-dire que si vous avez une incertitude sur la qualité de vos réponses audiométriques, c'est une source d'erreur qui va être cumulative. Et on voit qu'effectivement, les erreurs peuvent s'additionner les unes aux autres. Alors, j'ai effectivement 3 liens d'intérêt. Je suis le fondateur et le président d'une société qui s'appelle iAudiogramme qui propose une solution d'audiométrie. Je suis audioprothésiste indépendant et je fais partie de la commission audiométrie du SNITEM au titre de mes fonctions de fondateur d'iAudiogramme. Le plan que je vous propose, donc effectivement, le premier point pour faire une bonne audiométrie, alors ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais il faut un audiomètre fiable. Alors, on va voir effectivement ce que ça sous-entend. Deuxième point, il faut avoir des vérifications périodiques, donc qui sont faites et par le fabricant de l'audiomètre, mais aussi, et qui sont aussi du ressort de l'audioprothésiste au quotidien. Troisième chose, il faut avoir un choix de mesure qui peut être un paradigme de mesure, une façon de tester qui peut être un peu variable d'un patient à l'autre parfois. Il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir des avantages, des inconvénients. Quelle fiabilité, quelle répétabilité on peut avoir en pratique clinique. Le masquage, il y a toujours des petits enjeux, c'est-à-dire que chez certains, ça peut poser des problèmes. En fait, on va voir une méthodologie de masquage qui est peut-être un peu différente de ce qu'on voit parfois dans les bouquins, mais qui permet effectivement d'avoir une réflexion un petit peu plus globale sur la qualité de son masquage. Et dernier point, c'est quand on fait une audiométrie, oui, tout le monde a vu qu'effectivement les seuils se mesuraient en dBHL, sauf que quand on passe sur l'étape d'après, qui est le réglage de notre prothèse, en fait, effectivement, on change d'échelle, c'est-à-dire qu'on passe de dBSPL. Et là, il y a un petit sujet, c'est comment effectivement mon audiométrie, je la fiabilise et je m'assure que les mesures en HL correspondent à une certaine dimension en dBSPL. Donc voilà. Alors ça, c'est bien évidemment quelque chose qui n'est pas exhaustif, après que j'ai essayé de borner temporellement pour effectivement correspondre à la contrainte temporelle très chère à notre président, que je vais essayer de ne pas dépasser. Alors avant, effectivement, toute chose, effectivement, pour avoir une audiométrie fiable, il faut un odomiatre fiable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a des obligations réglementaires. Un odomiatre fiable, il doit être dispositif médical, classe 2A. Donc en fait, il y a un moyen facile de le savoir, c'est que sur la documentation, il y a un logo CE et il doit y avoir des chiffres en dessous. Le chiffre, c'est juste les numéros de l'organisme de contrôle qui l'a validé. Et effectivement, c'est un point qui peut être critique et d'un point de vue réglementaire pour vous, notamment parce qu'il faut savoir que si par exemple vous utilisez un audiomètre qui n'est pas certifié, vous n'êtes pas couvert par votre assurance professionnelle s'il y a un problème, premier point. Et deuxième chose, il y a un risque effectivement d'amende et de redressement, c'est 2 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende le jour où il y a un problème. Donc c'est quand même pas si négligeable que ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est en fait le complexe environnement de test et chaîne de mesure. Donc il faut effectivement avoir une cabine qui est conforme, en fait, et en termes de bruit de fond, et ainsi de suite. Alors ça, je ne vais pas revenir parce qu'on connaît quasiment tous les détails. Après, je fais une petite parenthèse sur ce qui va être effectivement l'étalonnage qui va être réalisé dans votre cabine, où là, il y a, je pense, un point de vigilance, parce qu'en fait, encore pas plus tard que ce matin au petit déjeuner, je parlais avec différents confrères, et qui me disaient que dans plusieurs endroits, quand ils utilisent plusieurs types de matériel, d'une cabine à l'autre, ils ont parfois des écarts très conséquents. Alors la plupart du temps, c'est souvent en audiométrie vocale, mais qui peuvent être assez forts. Et effectivement, l'étalonnage doit être fait par effectivement une société qui a les accréditations pour le faire, qui dispose du matériel pour le faire. Donc en fait, il n'y a pas 40 000 matériels, il y a un quasi-monopole, c'est HBK qui a quasiment le monopole à une exception près.
Donc effectivement, c'est du matériel qui ressemble à ça. Et moi, je m'étais amusé à une époque. En fait, j'avais plusieurs cabines dans mes labos. J'avais pris toutes les sociétés d'étalonnage que j'avais fait venir les unes derrière les autres et je leur avais fait étalonner une cabine séparément pour voir. Et on se retrouve avec des petites excentricités parfois. C'est-à-dire que j'en ai un qui est venu, alors qui n'était pas trop cher. Ça, pour le coup, ça a été son avantage. Mais avec un coupleur qui ressemblait à ça. Donc vous avez vu, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est de la pâte à empreinte qui faisait une espèce de coupleur de CC branché sur un espèce de micro humique et il a fait son étalonnage avec ça. Après deux autres qui ressemblaient avec des espèces de coupleurs en conduction osseuse qui effectivement ramènent des trucs qui ont été visiblement moins faits autour à fraiser pour calibrer la CO mais qui sont pas du tout la mastoïde artificielle donc qui n'ont pas les mêmes volumes, qui n'ont pas les mêmes étalonnages ou les RET SPL sont pas disponibles donc c'est-à-dire que l'étalonnage forcément ne convient pas. Donc évidemment il y a un vrai point de vigilance je pense sur l'étalonnage parce qu'effectivement si l'audiomètre est mal étalonné déjà à la base forcément votre mesure va être fausse. Deuxième chose, même si l'audiomètre est parfaitement étalonné, l'étalonnage peut dévier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une erreur qui peut être arrivée en fait de façon systématique effectivement sur un dispositif, et c'est à vous qu'appartient en fait les vérifications périodiques quotidiennes. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut vérifier que ça marche bien, que le casque soit bien branché. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé une fois pendant le nettoyage du labo que la personne qui nettoie sans faire exprès elle branche le casque, elle le branche pas au bon endroit. Bon, si vous ne vérifiez pas le matin en arrivant, vous avez un peu moins de réponses que prévu ou des réponses inversées si le casque a été renversé, ainsi de suite, et interverti. Il y a des vérifications qui sont plus hebdomadaires, et il y a une fréquence d'étalonnage qui doit être normalement d'1 an, et éventuellement plus souvent, et qui doit être un réflexe à certains moments. C'est-à-dire que si vous avez par exemple votre vibrateur osseux qui tombe, il y a de fortes chances qu'on ait assez rapidement une déviation. Sur les fréquences d'étalonnage, pareil, je vous incite à être vigilant parce que même sur des sociétés qui ont pignon sur rue, nous, on a une obligation d'étalonnage annuelle. Normalement, sur le certificat, eux doivent mettre quand est-ce qu'a été étalonné leur étalon. C'est-à-dire que leur chaîne de mesure, ils doivent la réétalonner tous les ans. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand c'est étalonné tous les 2-3 ans, c'est-à-dire que vous, on vous réétalonne votre matériel tous les ans sur un truc qui a été étalonné il y a 3 ans, qui en plus s'est déplacé, a été soumis à des variations de température et ainsi de suite. Donc il y a effectivement une petite vérification à faire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment sur le matériel en lui-même, les vérifications initiales à apporter, je pense. Après, deuxième point de vigilance, c'est en fait sur la façon de collecter les seuils. Alors en fait, il y a plusieurs façons de faire une audiométrie tonale. La plus courante, c'est ce qu'on appelle une audiométrie clinique, en fait, qui est en fait une tâche, en fait, en ce qu'on appellerait en oui/non, c'est-à-dire que le patient vous dit oui, j'entends, non, j'entends pas, ou il lève la main. Et en fait, on le fait un peu en général par encadrement, c'est-à-dire qu'on le fait soit de façon ascendante, soit descendante, et ainsi de suite, et on va estimer le seuil. Donc ça, vous la connaissez tous, je ne m'attarde pas énormément dessus. Après, il y a des méthodes alternatives qui peuvent apparaître et qui peuvent présenter parfois des intérêts. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant quand on choisit une mesure, c'est toujours de se poser la question de est-ce que ma mesure est adaptée par rapport à mon patient. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un patient, par exemple, moi j'ai certains patients qui ont des polyhandicaps, j'ai un de mes patients auquel je pense qu'il a un handicap intellectuel assez fort, le tester en ascendant, c'est pas possible. Il faut systématiquement le tester en descendant, parce qu'il n'est pas capable de dire le moment où il commence à entendre. En revanche, en descendant, il est capable de vous dire le moment où l'intensité disparaît. Donc effectivement, ce qui est important, je pense, c'est de garder en fait dans quelle mesure chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Alors après, si on devait faire un peu un petit listing entre guillemets, l'audiométrie tonale, bon, effectivement, ça s'impose pour plein de raisons. C'est un test qui est rapide, qui est facile à faire, facile à administrer. Après, qui peut avoir des limites dans certains cas, c'est-à-dire que ça peut être une audiométrie qui est du coup discrète en fréquence, c'est-à-dire qu'on n'a pas une estimation des seuils audiométriques sur l'ensemble du spectre. Vu que c'est manuel, par définition, ça monopolise un temps médical ou paramédical qui est non substituable. Troisième point qui peut poser des problèmes, et ça en fait je vous incite à aller voir une présentation tout à l'heure en plénière de Luc Arnal, c'est qu'en fait les séquences de stimuli sont très très prédictifs. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de fixer une fréquence, de encadrer le seuil sur cette fréquence-là, en fait, ça induit au niveau central un biais sur la façon d'obtenir un seuil. C'est-à-dire qu'en fait, le patient sait quelle fréquence va tomber. Il y a une certaine temporalité, même si on essaye de la casser au maximum. Et donc, effectivement, vous induisez en fait un biais dans la mesure. Il y a une incertitude audiométrique qui n'est pas connue en tant que telle, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait notre résultat d'audiométrie, on ne sait pas quelle est la précision du patient. Alors, on en a une idée de façon très subjective en se disant il a l'air fiable, pas fiable, et ainsi de suite. Et on maîtrise mal l'impact de facteurs de haut niveau et de bas niveau, donc les critères décisionnels qui peuvent être dépendants du praticien, c'est-à-dire que certains praticiens vont noter la réponse qui est vraiment la plus basse absolue où le patient a répondu, versus d'autres qui attendent d'avoir 4 fois la même réponse, même si le patient a répondu un peu plus bas de temps en temps. Et ça va changer obligatoirement le seuil.
Deuxième méthodologie qu'on voit par exemple sur certains logiciels, un peu par analogie à ce qu'on peut voir sur la vocale adaptative, mais je ne m'avance pas sur la vocale, c'est on peut avoir de la tonale adaptative, où là le principe c'est qu'on va avoir effectivement une variation sous forme d'escalier psychométrique. Donc le patient entend, on rend la tâche de plus en plus dure, jusqu'à temps qu'il décroche, on la rend un petit peu plus facile, on la rend plus dure par alternance, et après on finit par faire une moyenne sur ce qu'on appelle les dernières inversions, c'est-à-dire la valeur des derniers niveaux d'intensité mesurés, ce qui nous donne une estimation du seuil. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir en fait des tests qui sont beaucoup plus répétables et reproductibles, parce qu'en fait, on va acquérir des seuils de façon beaucoup plus précise autour de la fréquence souhaitée. On connaît exactement le niveau de performance qu'on obtient en fait associé à la mesure, donc en fait avec quel taux de réussite le patient va réussir à faire la tâche pour telle intensité donnée. Après, c'est toujours des séquences de stimuli qui sont prédictives, ça prend du temps, et effectivement, c'est quand même parfois beaucoup plus chronophage que sur une mesure d'audiométrie classique. Troisième point que vous connaissez aussi, qui est l'audiométrie automatique de Békési. Alors le Békési peut avoir des vrais intérêts parce qu'en fait c'était à l'heure actuelle la seule mesure qui existait pour faire en fait une audiométrie qui était continue en fréquence. C'est-à-dire que si on veut aller rechercher des indices un peu plus fins et ainsi de suite, en fait on fait un balayage en fréquence, donc c'est disponible déjà implémenté sur certains audiomètres. Un balayage en fréquence, et le patient en fait répond en disant j'entends, j'entends pas, et l'intensité et la fréquence varient en fait de façon progressive jusqu'à temps qu'effectivement on obtienne une courbe un peu en dents de scie comme ce qu'on a là, et avec une estimation du seuil auditif qui serait effectivement le trait intermédiaire entre guillemets. Alors, il y a des hypothèses effectivement qui suggèrent que ça peut éventuellement donner une information aussi associée sur le recrutement au niveau du seuil liminaire. Après, la plupart des études en fait montrent qu'il n'y a pas de corrélation franche avec le recrutement de façon obligatoire, donc ça c'est plus à prendre avec précaution. Dernier type d'audiométrie, donc là effectivement qui est beaucoup plus récente, qui est en fait l'audiométrie qui est assistée par de l'IA, où en fait l'objectif c'est là du coup casser un peu le code pour avoir une audiométrie qui est continue en fréquence, qui est effectivement plus précise en termes de résolution, donc c'est-à-dire en termes d'intensité et en termes de fréquence, on peut être au décibel près et avec une audiométrie continue en fréquence. Et ça se passe de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où en fait on fait une phase d'initialisation où on cherche juste en fait à englober le seuil de façon très globale. Donc en fait on fait une audiométrie en fait par pas de 20-30 dB jusqu'à temps qu'on ait des réponses positives, des réponses négatives, donc des points où le patient a dit qu'il entendait, des points où il a dit qu'il n'entendait pas, en passant sur les fréquences classiques. Et à partir de ces premières réponses, on va aller calculer en fait une matrice virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller mailler le spectre intensité-fréquence. Donc, on va faire des points, par exemple, tous les hertz et tous les décibels. Et pour chacun des points, on va aller calculer la probabilité que le patient a d'entendre ou pas ce point-là en fonction des réponses que le patient a déjà données. Et en fait, on peut entraîner l'algorithme, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le préconditionner avec toute une base de données ou des connaissances obligatoires qu'il est obligé de respecter et qui doit appliquer en permanence. Et du coup, il va aller, pour chacun des points, calculer la probabilité que le patient a d'entendre ou pas ce son-là, en fonction des réponses qu'il a déjà données, mais en fonction aussi de ce que l'algorithme a appris. Ce qui permet du coup de renvoyer une audiométrie qui va être pseudo-continue en fréquence, parce qu'en fait, on teste par des points discrets, donc c'est pas une vraie audiométrie continue comme du Békési, mais on a une estimation qui est pseudo-continue, parce qu'en fait, on sait qu'entre deux fréquences très proches, le seuil peut pas dévier de façon anormale, parce qu'il y a une possibilité d'écoute en fréquence de toute façon. Et ça permet d'avoir un examen qui est totalement automatisé, c'est-à-dire qu'on a juste en fait à lancer l'examen, choisir les paramètres qu'on veut, et en fait on va voir l'examen qui se déroule au fur et à mesure, qui va aller masquer de façon contralatérale éventuellement s'il y a besoin. Et en fait on voit donc là dans la première phase, il va balayer le spectre en fait aux différentes intensités et fréquences par pas de 20 dB jusqu'à temps d'avoir en fait des réponses positives et négatives sur toutes les fréquences. Et après il va aller affiner son seuil en fait en sortant des fréquences audiométriques et aller chercher en fait les points qui en permanence apportent le plus d'informations. Donc c'est des zones où soit il n'y a pas beaucoup de points qui ont été testés, soit le patient a potentiellement donné des réponses antagonistes et ainsi de suite. Et effectivement du coup ça va faire du coup en un minimum de points une audiométrie qui va être plus complète parce qu'on va avoir toutes les fréquences, y compris les fréquences intermédiaires et les intermédiaires d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la demi-octave. Le seuil qui va en fait s'afficher avec une estimation de l'incertitude audiométrique qui est associée. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un gain
précision en fréquence, un gain de précision en termes d'intensité. On peut quantifier l'incertitude, ce qui est quand même parfois assez appréciable pour apprécier la qualité d'un examen. C'est une solution aussi pour des patients qui sont parfois non coopérants, parce qu'en fait, ça peut permettre sur des patients qui effectivement répondent de façon un peu aléatoire de les piéger plus facilement, parce que sur la deuxième phase de l'examen, vu que la présentation du son en fait change de fréquence et d'intensité en permanence, c'est plus facile à détecter, et on pourrait s'attendre à un gain de précision parce qu'on est moins opérateur dépendant. Et en fait, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que si on compare par exemple la fiabilité d'un examen en fait par deux praticiens différents sur le même patient, on voit qu'on a une très très bonne corrélation en fait entre les examens. Donc là, il y a à peu près 220 oreilles qui ont testé de mémoire, ce qui est plutôt rassurant, et avec une précision moyenne et une variabilité moyenne qui est de l'ordre du pas audiométrique, donc ce qui est plutôt cohérent. Si on fait effectivement du test-retest en réglant la précision maximale sur de l'IA, là on arrive à une précision qui est un petit peu meilleure et une variabilité en fait qui diminue, ce qui veut dire qu'effectivement on a une fiabilité sur du test-retest qui est plus forte. Voilà. Après, pareil, sur les choix de paradigme, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais effectivement, je vous invite à aller voir la communication de Luc Arnal, qui est à 11h15, qui effectivement permet de détailler un peu plus l'impact que peut avoir le fait d'utiliser des stimuli qui sont quand même très prédictifs à un niveau plus central. Donc là, c'est une communication plus fondamentale, mais pour que vous puissiez effectivement prendre connaissance effectivement de l'impact que ça peut avoir sur votre audiométrie tonale au quotidien. Troisième point, alors le masquage, alors c'est parfois un sujet épineux pour certains audioprothésistes. Alors effectivement, il est indispensable dans pas mal de cas, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur des pertes soit asymétriques, soit unilatérales, soit qu'on a un facteur transmissionnel, le masquage est en fait obligatoire, que ce soit en conduction aérienne et en conduction osseuse. Alors avec parfois en fait un côté un peu mystique pour certains audioprothésistes, parce qu'en fait on a les formules de masquage qui doivent être appliquées et ainsi de suite. En fait, je pense qu'il faut plus... Enfin, moi, c'est comme ça que ça m'aide, en tout cas intellectuellement, avoir en fait une vision globale de qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et qu'est-ce qu'on veut faire réellement pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Et en fait, les choses se font naturellement après. Alors pourquoi on masque? En fait, c'est effectivement pour éviter de tester en fait involontairement la réponse de l'oreille contralatérale. Effectivement, on a des formules qui sont préconisées par et les fabricants d'audiomètres d'une part et les communautés scientifiques d'autre part, mais qui ne sont pas toujours comprises et qui parfois, en fait, le fait de fixer certains paramètres donne lieu à des approximations et potentiellement des erreurs de masquage. Alors, il y a 3 sources d'erreurs possibles quand vous masquez. Première source d'erreur, en fait, c'est le transfert transcrânien. Donc, c'est-à-dire c'est la capacité du son à être entendu par l'oreille contralatérale. Alors, le transfert transcrânien, c'est un peu compliqué parce que ça dépend du patient. C'est-à-dire qu'en fonction de la morphologie du patient, ça va varier. Ça dépend du transducteur que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez un casque en classique versus des inserts, vous n'avez pas du tout le même transfert transcrânien. Ça va dépendre de la fréquence. Donc là, par exemple, j'ai repris un papier de Kevin Monroe où, en fait, il met pour le TDH39, qui est un peu le casque de référence, versus des Eartone 3A, donc des inserts, les transferts transcrâniens moyens pour différents sujets et avec les écarts, le range d'écart. Et en fait, on voit que, par exemple, sur un casque, globalement, ça va de 48 à quasiment 80 dB en fonction des patients. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ont un transfert transcrânien qui est 2 fois plus élevé que l'autre. Ça veut dire que quand on prend une valeur à 60, celui qui est à 40, on a une approximation sur le masquage, celui qui est à 80, en fait, on peut quasiment surmasquer, quoi. Deuxième chose, c'est que la capacité à détecter le son au milieu d'un bruit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est pareil, il y a pas mal d'études psychoacoustiques, notamment des papiers de Brian Moore qui l'ont montré. On n'a pas tous la même capacité à détecter un son donné quand on le présente en présence d'un bruit masquant. Et effectivement, il y a une question de rapport signal sur bruit, c'est-à-dire qu'à certains rapports signal sur bruit, on est à peu près certain que le patient est capable d'entendre le son et de le détecter. À certains rapports signal sur bruit, on est quasiment certain que le son va être masqué. Troisième point, c'est effectivement le RIN du patient, notamment sur l'oreille qu'on souhaite masquer, qui est parfois pas connu la plupart du temps, et du coup on est obligé parfois de marcher de faire soit des hypothèses, soit de dupliquer les mesures. Voilà. Alors, le masquage donc, a 2 objectifs, il y a 2 critères à respecter. Un critère d'efficacité, donc le critère d'efficacité, on peut le définir comme l'intensité de masquage minimale nécessaire pour masquer efficacement la contribution de l'oreille contralatérale non testée. Donc c'est vraiment le minimum qu'on doit mettre. Et un critère de non-retentissement, qui est l'intensité de masquage maximale applicable à l'oreille contralatérale ou non testée, au-delà de laquelle le niveau de bruit du masquage pourrait être entendu par l'oreille testée et pourrait donc avoir un impact sur la détectabilité de ces stimuli. Voilà, donc on a vraiment ces deux valeurs seuil. Et en fait, associé à ces 2 critères-là, en fait, on a 2 valeurs de RSB qu'on peut fixer avec une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend un RSB à 0, c'est-à-dire que dans l'oreille qu'on teste, si le rapport signal sur bruit est à 0 entre le son test et le bruit masquant, on est à peu près certain que le patient est obligatoirement censé le détecter.
entre 0 et moins 20 dB, en fait, à moins 20, on est sûr qu'en fait, il sera masqué obligatoirement. Et après, en fait, d'un patient à l'autre, peut y avoir un seuil qui va varier, mais en fait, si on respecte du moins 20 et du 0, on est sûr que dans un cas, ça va être masqué, dans l'autre cas, ça sera détectable. Et on a une marge de sécurité, parce qu'on a à peu près 10 à 15 dB de marge de sécurité, en fait, quand on prend ces valeurs-là. Donc la solution, effectivement, moi que je préconise, c'est de se dire que dans mon oreille testée, faut que je raisonne en rapport signal sur bruit, en fait, pour déterminer mon seuil de détectabilité, donc avec mon rapport signal sur bruit qui doit être à 0 dans mon oreille testée. Et dans mon oreille non testée, je veux qu'effectivement le signal n'arrive pas et qu'il soit masqué impérativement, donc je veux impérativement un rapport signal sur bruit de moins 20 dB. Et après, je peux tester par hypothèse, parce qu'effectivement, le transfert interoral du patient, je ne le connais pas. Je sais, d'après la littérature, le range de possibilités, mais qui peut varier entre 35 sur certains types de transducteurs et 80 sur les transferts transcrâniens les plus faibles. Le RIN de l'oreille testé, où là c'est pareil, on peut le savoir par hypothèse, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une perte neurosensorielle pure n'a pas de RIN, donc il va avoir un RIN à 0. Quelqu'un qui a une surdité de transmission maximale, des RIN à plus de 60 dB, globalement on en voit quand même rarement, donc c'est pareil, et même s'il fait 70, vu qu'on a 10-15 dB de marge, je vous ai dit, sur la valeur de seuil, ça passe. Et donc après, effectivement, j'ai pris un cas clinique pour le présenter en fait comment on fait. J'ai fait mon test sur un patient qui se dit effectivement avoir une oreille droite qui est meilleure que l'oreille gauche. Je commence par tester mon oreille droite, il a effectivement une audiométrie à droite qui est plutôt rassurante. Et après, du coup, j'attaque le test de la moins bonne oreille. Alors là, je me dis, c'est la moins bonne oreille, je vais présenter un son à 60. Donc mon son test est à 60. Quelles sont mes hypothèses? Le RIN de l'oreille controlatérale, il a un seuil qui est normal. Il y a peu de chances qu'il ait un RIN, donc on va dire c'est 0 dB de façon quasi certaine. Le RIN de l'oreille testé, là, j'ai pas d'hypothèse, je sais pas l'origine de la surdité, donc j'ai mis X. J'ai un transfert transcrânien, là étant donné la fréquence et le type de casque que j'utilise, qui est raisonnablement entre 45 et 60. J'ai mes deux RSB que j'ai mis, donc mon RSB pour masquer et mon RSB pour être sûr de détecter, qui sont à moins 20 plus 20. Et en fait, je vais les calculer, en fait, mon critère d'efficacité et mon critère de non-retentissement, pour être sûr d'avoir au moins 20 dB dans une oreille et au moins 0 dB dans l'autre. Donc effectivement, mon critère d'efficacité, donc je veux du 0 dB au final. Je teste à 60 décibels. J'ai une hypothèse, j'ai deux hypothèses pour je prends l'hypothèse la pire, l'hypothèse la meilleure pour mon transfert transcrânien. Et je déduis effectivement mon niveau de masking à moins 20, et donc ça me donne deux valeurs. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'au minimum je mette 20 dB si mon patient effectivement a un transfert transcrânien de 60. Et au minimum que je mette effectivement 35 s'il a un transfert transcrânien à 45. Je fais la même chose pour mon critère de non-retentissement, c'est-à-dire que là en revanche il faut faire une hypothèse en plus sur le airborne gap, donc c'est le RIN de l'oreille qu'on est en train de tester, où je prends pareil deux hypothèses, une hypothèse sur mon transfert transcrânien, une hypothèse sur mon RIN. Effectivement, ça me donne du coup de 4 valeurs. Et à partir de ces 4 valeurs-là, du coup, en fait, je vois qu'au minimum, si je me mets en dessous de 20 décibels, je suis sûr que de toute manière, mon masquage sera inefficace. Entre 20 et 35, en fonction de l'hypothèse que je prends, avec le transfert interoral, je ne suis pas certain qu'il soit totalement efficace. À partir de 35, je suis sûr qu'il va être efficace. Je vois qu'effectivement, je commence à retentir potentiellement, dans le pire des cas, s'il a une surdité de transmission unilatérale complète avec un RIN à 60 dB, je commence à retentir déjà à 45, ce qui veut dire que là, je peux mettre entre 35 et 45 sans aucune difficulté et sans aucun risque. Et après, ça veut dire qu'en fonction des hypothèses que je retiens et en fonction du coup de mon anamnèse, si j'augmente un peu mon masquage, je peux avoir un risque par exemple de surmasquage dans une surdité de transmission jusqu'à 60 décibels. Je peux avoir un masquage si c'est une surdité de perception pure qui reste efficace entre 60 et 105 sans aucun risque, et au-delà de 105, j'ai un risque de surmasquage dans le cadre d'une surdité de perception. Et ce qui me permet du coup en fait effectivement juste par déduction, de calculer en fait un niveau de masquage de façon certaine et de le corréler par rapport à mon tableau clinique pour se dire, voilà, le patient a priori un risque de surdité de transmission, risque de surdité de transmission, je sais qu'il faut que je me mette dans cet intervalle-là et que j'ai pas tellement de difficultés particulières. Et en fait, on est certain dans ce cas du masquage contralatéral qu'on peut réaliser. Après, avec toutes les limites du masquage contralatéral, on est contraint par principalement le transfert transcrânien, c'est-à-dire que quand on a effectivement une surdité assez symétrique avec deux rines bien ouverts des deux côtés, si par exemple on utilise des mesures au casque, c'est vrai qu'on arrive parfois effectivement dans un cas d'incompatibilité de masquage où en fait le critère d'efficacité dépasse le critère de non-retentissement, et là on est obligé soit de changer de transducteur, donc éventuellement de passer sur des inserts, soit éventuellement de faire un masquage ipsilatéral de Rainville.
Alors après, ça paraît compliqué comme ça. En fait, ça l'est pas forcément. Parce que par exemple, dans le cas que j'ai pris là, une surdité unilatérale, si on prend un peu de recul, en fait, on n'a pas besoin de calculer tout. C'est-à-dire qu'en fait, une surdité unilatérale, en fait, vous pouvez vous cantonner de calculer juste votre critère de non-retentissement. Et où effectivement, mon critère de non-retentissement, c'est le seuil où je suis sûr de ne pas retentir. Mon critère d'efficacité, dans une cas d'une surdité unilatérale, je serais sûr d'être au-dessus. Et donc, c'est-à-dire que là, je sais que je peux masquer à partir de 45 sans aucun risque particulier. Pour l'ACO, c'est exactement le même problème, il a même le même fonctionnement et le même rationnel, si ce n'est qu'effectivement, là, pour le coup, en CO, effectivement, on a un transfert transcrânien qui est en fonction des publications, qui est entre -5 et +5, donc qui est quasiment à 0, et ça dépend un peu du positionnement du vibrateur, mais c'est à peu près ça. Et en fait, on recalcule de la même façon notre critère d'efficacité, notre critère de non-retentissement, et où on arrive à des valeurs où on sait que là, on peut masquer raisonnablement entre 60 et 85 sans aucun risque. Si on va au-delà de 85, on a un risque de commencer à retentir. Le masquage, effectivement, il y a différents systèmes qui peuvent être proposés, des systèmes de masquage automatisés et ainsi de suite, avec des publications qui sont validées aussi, qui peuvent être fiabilisées. Et après, donc, une fois qu'on a obtenu notre audiométrie et ainsi de suite, il y a toute la contrainte, c'est comment on l'applique dans le cadre de l'appareillage. C'est-à-dire que dans le cadre d'un appareillage, en fait, nous, on a fait une mesure en dBHL, on va avoir besoin en fait de notre mesure en dBSPL. Et donc en fait, le choix du transducteur peut être déterminant, bien qu'on peut avoir une mesure qui est parfaitement fiable aussi bien au casque qu'aux inserts. C'est juste plus compliqué à faire au casque parfois qu'aux inserts, à mon sens. Mais en fait, on peut le faire dans les deux cas. Et une des méthodes qui est pas... Voilà, en fait, une des méthodes qui est pas si compliquée que ça, qui parfois en fait paraît complexe, mais qui ne l'est pas, c'est en fait de chercher à convertir en fait le dBHL qu'on a obtenu sur notre audiométrie en dBSPL. Et en fait, pourquoi on veut absolument la convertir? Parce que déjà, par exemple, j'ai pris un exemple sur une publication de DSL. DSL prescrit un gain qui est déjà en dBSPL d'emblée. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si vous vous basez sur un HL, c'est un peu plus compliqué. Et deuxième chose, c'est que le gain qu'on va réaliser en fait et qu'on va même délivrer au tympan, c'est un gain en SPL. Donc effectivement, il y a vraiment une contrainte pour en fait la compatibilité entre les résultats audiométriques qu'on a obtenus à l'audiométrie tonale et effectivement le gain et la prescription de gain qu'on va faire et vérifier que ça concorde. Donc là, j'ai pris volontairement en fait un petit exemple en fait de conversion en fait HL SPL sur des patients alors théoriques, c'est-à-dire que j'ai mis la même audiométrie chez tout le monde et en fait j'ai pris en revanche 5 personnes différentes où effectivement sur ces 5 personnes différentes on a fait des mesures en fait, je vais expliquer après comment, qui permettent de mesurer de façon fiable la différence entre le HL et le SPL et qu'on a converti après en SPL. Et sur ces 5 patients-là, j'accélère parce que j'ai plus beaucoup de temps, sur ces 5 patients-là, effectivement, on voit que quand on convertit l'audiométrie tonale en HL en audiométrie en SPL, donc ça devient un SPLogramme, la même audiométrie donne des résultats qui peuvent être quand même très fortement différents et qui sont quand même à appréhender de façon non négligeable, parce qu'effectivement, on voit par exemple, on a deux sujets qui sont quand même très proches l'un de l'autre ici. On va pas avoir une grosse variation entre le sujet 2 et le patient numéro, alors c'est le patient numéro 1, par exemple, on a un écart de quasiment 10 à 15 décibels, ce qui est énorme, qui vient se cumuler par rapport à l'écart d'étalonnage qu'on peut avoir, qui vient se recumuler par rapport au biais de mesure qu'on peut induire par notre paradigme à nous par rapport à l'écart de masquage qu'on peut avoir. Donc en fait, une même mesure en dBSPL peut cacher en fait des niveaux perçus au niveau du tympan qui sont très forts. D'où la nécessité en fait d'aller mesurer ce niveau en fait au tympan. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ce qui explique cette variabilité, c'est en fait principalement lié au fait que les casques et les inserts sont étalinés sur des volumes théoriques. C'est-à-dire que quand on calibre en fait avec une oreille artificielle, le volume théorique de calibration, c'est un coupleur 6cc. Quand on calibre des inserts, c'est souvent un coupleur 2cc. Et ça veut dire que ce volume théorique n'est pas du tout parfois en adéquation avec le volume pratique de l'oreille du patient. Et si on a une inadéquation entre les deux, ça explique une variabilité. Alors ça, c'est un graphe qui est un peu complexe à lire, où en fait, c'est quand on a notre mesure avec un choix d'un transducteur, que ce soit du champ libre, un casque supraoral ou des inserts. En fait, si je veux mon SPL au tympan, il y a pas mal de façons de le faire. Il y a une mesure qui pour moi est très directe et qui a que j'aurais tendance à privilégier, c'est ce qu'on appelle du REDD. Alors ça a été beaucoup utilisé en fait jusqu'à il y a 10-15 ans. C'est beaucoup moins utilisé par les audioprothésistes malheureusement parce que la chaîne de mesure qui l'utilisait, pour pas les citer, qui était l'Aurical version 1, qui n'est pas l'Aurical à l'heure actuelle, en fait, dans la nouvelle version de l'Aurical, V2, pardon, oui,
Oui, 2 minutes, oui, pardon. C'est pas la V2. Effectivement, ils l'ont arrêté. C'est disponible. En fait, on peut quand même faire une mesure de REDD en fait avec un FreeFit. C'est juste que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire nous-mêmes les calculs après et recorriger notre audiométrie à la main. Ça se fait pas automatiquement, mais en fait, ça peut être fait à la main. Après, il y a certaines chaînes de mesure, pour pas les nommer non plus, qui est la Verifit 2. Qui permettent de fait mesurer le REDD directement. Alors le REDD c'est quoi? C'est en fait on va juste faire notre audiométrie comme on l'a fait habituellement, sauf que par exemple si vous la faites avec des inserts, vous allez en plus des inserts mettre vos sondes in vivo pendant votre audiométrie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire votre audiométrie classiquement, votre patient répond, alors vous choisissez le paradigme de mesure que vous voulez, vous faites comme votre mesure comme vous voulez. Et en fait, à la fin de votre audiométrie, vous allez effectivement aller mesurer et déduire votre seuil en SPL simplement en mesurant votre REDD, qui est la différence entre le niveau qui est délivré par le casque et le niveau réel, en fait, donc le niveau en dBHL et le niveau réel qui est délivré au tympan par l'insert ou par le casque. Voilà, pour en déduire le niveau SPL. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste, donc, alors oui, ça c'est juste pour vous dire que ça, on n'a plus forcément besoin d'utiliser le RECD. Effectivement, vous avez effectivement donc une mesure, vous allez installer votre patient, et votre patient, donc il a sa sonde effectivement in situ, son insert en fait dans l'oreille, et en fait, on va aller faire notre audiométrie classiquement comme d'habitude. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et en fait, en fin d'examen, on va juste effectivement émettre enfin faire un balayage en fréquence avec notre audiomètre. Donc on va émettre un son, par exemple, là, souvent je mets du 60-70 décibels. Vous mettez 70 décibels, vous mesurez en fait au fond de votre oreille en SPL exactement combien les 70 décibels délivrés avec votre insert dans la situation où vous avez fait votre audiométrie délivrent en SPL à votre tympan. Et en fait, ça vous donne du coup votre mesure de REDD qu'on voit. Alors je sais pas si, oui, si on arrive à le voir quand même à l'écran, pas sur mon ordi, mais en fait, on arrive à voir les deltas en fait qu'on obtient fréquence par fréquence entre le niveau SPL et le niveau HL. Et après, on vient corriger en fait cette mesure-là pour obtenir l'audiométrie réelle. On peut faire exactement la même chose au casque. Il me reste 5 secondes et j'ai quasiment fini. Si ce n'est qu'effectivement au casque, c'est un peu plus périlleux parce que quand on vient positionner le casque, il y a un risque de faire bouger la sonde qui est, je trouve, un peu plus important. Mais cela dit, moi, dans ma pratique clinique, ça m'arrive très régulièrement de pouvoir le faire sans que ça pose de problème particulier. Après, effectivement, si vous avez un patient qui sent qu'on n'aime pas trop qu'on touche à ses oreilles, le passage aux inserts, globalement, est plus... Enfin, j'ai tendance à le recommander. Donc voilà, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas s'il y a des questions éventuelles. Hop. Nicolas. On a peu de temps, donc je vais juste prendre une toute petite question. Tu dois pouvoir nous répondre. L'obligation d'étalonnage annuel est-elle imposée par un texte de loi en particulier? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, au SNITEM, en fait, on s'est posé la question. En fait, c'est... enfin, sur un texte de loi, on n'a pas trouvé de texte de loi clair. Après, en fait, il y a les recommandations, en fait, parce qu'on est soumis par la réglementation des dispositifs médicaux. Et en fait, les fabricants mettre des préconisations dans leurs conditions d'utilisation, et en fait la plupart du temps les fabricants mettent souvent 1 à 2 ans, et en fait normalement vous êtes censé suivre les recommandations et les conditions d'utilisation en fait du dispositif médical que vous utilisez. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser hors cadre de l'autorisation. Donc en fait c'est plus lié en fait ce qu'on appelle le dossier technique soumis par le fabricant qu'à une obligation réglementaire du droit français entre guillemets quoi. Je crois qu'il y a certaines certifications NF Service ou ISO qui l'imposent par contre tous les ans, mais ça c'est du domaine privé, c'est pas du réglementaire pur et dur. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Je propose qu'on continue. La région rémoise ne fait pas que de très bons vins, elle nous donne aussi 2 autres très bons audioprothésistes. Et donc j'ai la joie d'accueillir Grégory Gerbeau, qui est audioprothésiste, membre du Collège national d'audioprothèse, et qui est en particulier en charge des équivalences pour les diplômes étrangers, qui fait un très gros travail, et qui va nous parler de l'audiométrie vocale. Faites le bon choix de liste pour chaque patient. À toi Grégory. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci tout d'abord Nicolas pour cette superbe présentation sur l'audiométrie tonale, et mon propos dans la logique s'inscrit sur la vocale qui découle finalement de la tonale dans l'appareillage auditif. Donc, l'audiométrie vocale, effectivement, vaste sujet, puisque aujourd'hui, on a un certain nombre de listes, et parfois, on a du mal à s'y retrouver. Et bien souvent, vous le savez, quand on a une prescription de l'ORL, la vocale n'est pas souvent réalisée. Ça, c'est évidemment compliqué, mais dans notre pratique quotidienne, nous devons effectuer des tests vocaux, mais par contre, quel type de test? Évidemment, faut-il choisir?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas de lien d'intérêt particulier avec une autre entreprise que celle que j'ai constituée qui s'appelle Audition Conseil à Reims et précisément à Champigny, juste à côté de Reims. Donc la vocale, c'est un outil essentiel pour prévoir le succès de votre appareillage. Il est vraiment indispensable pour le choix prothétique, ça on le sait tous. L'audiométrie vocale, elle doit être réalisée dans le silence, ça c'est un point fondamental, et également dans le bruit, aussi souvent que possible. Pourquoi aussi souvent que possible? Parce que évidemment, les surdités, en fonction de l'importance de la surdité, vous aurez des difficultés à réaliser un test vocal dans le bruit sans appareillage, dès que la surdité sera trop importante. Quel type de liste? Eh bien, on va essayer d'y répondre. On poursuit. Donc, depuis toujours, les audioprothésistes ont cherché à compléter les éléments obtenus au niveau de l'audiométrie tonale, type son pur, son vobulé, avec des éléments pertinents de la vie quotidienne, comme le représente si bien la parole. Et c'est vrai que beaucoup de mes pairs ont cherché à régler l'aide auditive au travers de l'audiométrie vocale. Alors, c'est souvent difficile, voire très compliqué, et aujourd'hui, il n'y a pas de mesure et pas de méthodologie claire sur le sujet, mis à part peut-être la méthodologie du pré-réglage de Xavier Renard, qui intégrait un paramètre fondamental au niveau du maximum acceptable vocal. Donc depuis plus de 40 ans, les auteurs comme Pearson, Bennett et Fidel nous indiquent que l'intensité moyenne de la parole se situe aux alentours de 65 dBA, avec une variation de 15 dB en moyenne. Vous voyez, j'ai introduit une autre composante, le dBA, la pondération, et vous savez que tout à l'heure, un membre du collège vous parlera de dBHL, dBSPL, et on découvre un autre dB. En fait, la pondération, c'est ni plus ni moins avoir un filtre qui correspond peu ou prou au fonctionnement de votre oreille, puisqu'évidemment, on a une moins bonne sensibilité dans les graves, donc ce filtre correspond bien à la sensibilité de l'oreille. On n'est pas tout à fait sur un dBHL, mais pas loin. La plage fréquentielle de la parole s'étend en moyenne de 500 à 4000 Hz, mais certains éléments phonétiques indispensables se situent dans certaines zones fréquentielles plus élevées, comprises entre 4,5 kg et 8 kg. Vous connaissez bien la banane de la parole, on le retrouve sur les audiomètres, on peut l'afficher habituellement, et vous voyez bien la distribution phonétique. On retrouve bien l'énergie portée par les voyelles dans une zone plutôt grave, médium, et l'énergie portée sur certaines consonnes type fricatives, comme les feux, les ceux, et qui sont situées dans des aigus. Si on l'analyse de façon sonographique, on se rend bien compte que le feu, le se et le che ont un fondamental laryngé quasiment identique et que les éléments pertinents vont se situer dans le formant 2 ou 3, où vous allez retrouver des pôles d'information qui vont être situés dans des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, l'audiométrie vocale, elle est complémentaire de la tonale. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit précédemment, la tonale permet la mesure, le target, c'est-à-dire la cible, et ça c'est un point très important, et la vocale permet de compléter et de valider que le pronostic de l'appareillage sera bon. Elle est essentielle pour le choix prothétique. Elle ne permet pas directement d'ajuster les réglages de l'aide auditive. Il existe bien sûr plusieurs listes vocales dont l'utilité va dépendre en fonction des besoins spécifiques du patient appareillé. L'audiométrie vocale vise à mesurer les capacités d'intelligibilité du patient, exprimées en pourcentage à partir de listes calibrées pour des niveaux d'intensité prédéfinis. Donc il existe une règle, une norme ISO, transcrite dans une norme NF, comme pour la tonale d'ailleurs, qui est la 8253-3, qui permet de faire des mesures précises avec des règles précises. Aujourd'hui, quand vous regardez tout simplement le graphique, vous avez en bas un axe d'intensité qui, normalement, quand vous êtes en champ libre, est exprimé en décibels SPL. Quand vous êtes au casque, normalement en décibels HL. Vaste sujet encore. Et un axe très important qui est l'axe des 50%, qui va permettre d'avoir le seuil d'intelligibilité et le seuil de détection qui est situé en bas, évidemment, puisque quand vous êtes à l'audiométrie tonale, vous détectez, mais vous ne comprenez pas l'information et vous commencez à comprendre quand vous êtes à un niveau supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on a estimé que le seuil d'intelligibilité était situé à un niveau de 50%. Et donc, cet axe s'appelle dB HV pour hearing vocal. Sur les audiomètres,
le plus régulièrement, vous pourrez retrouver effectivement cette configuration-là. En fonction du dispositif, si vous avez évidemment pris la mesure au casque, vous pouvez avoir un affichage DBHL en bas. Si vous êtes en champ libre, vous aurez un affichage DBSPL. Et puis pour d'autres, vous n'avez pas d'informations. Donc on peut dire DB arbitraire, mais en réalité, ce sont des DBSPL. Donc à travers l'anamnèse que vous avez réalisée, qui est un point fondamental, en fonction de l'âge du patient, de ses capacités intellectuelles et socio-culturelles, vous allez avoir un choix exhaustif, des listes de phrases, des listes de mots signifiants, des listes de mots non signifiants, comme des logatomes, voire même des listes de chiffres, etc. Donc, quel type de liste choisir? Alors, je vais vous faire quand même une revue des principales listes, parce que c'est important de les connaître, pour savoir lesquelles choisir dans notre pratique quotidienne. Alors, tout d'abord, j'ai référencé les listes pour adultes, donc de Jean-Étienne Fournier, qui nous a fait des premières listes de phrases. Et Jean-Étienne Fournier n'a pas fait que des listes de phrases, vous allez le voir bien évidemment, et vous le savez, comme le gamin est parti à l'école, etc. Dans le système de notation, ce sont donc 10 listes. Chaque phrase est unique et en fait, on comptabilise l'intégralité de la phrase. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une erreur, si vous répétez, non pas le gamin, mais le patin est parti à l'école, ce qui n'a aucun sens, vous comptez la phrase comme fausse. Combescure, on a des listes comparables, mais qui sont un peu plus difficiles. On a 20 listes de 10 phrases, et chaque phrase est comptabilisée de la même façon que pour les listes de Jean-Étienne Fournier. On va, sur ce type de dispositif, mettre en évidence les capacités de suppléance mentale du patient, ainsi que son niveau social, mais ne peut pas mettre en évidence des capacités de décodage fin. Donc ça, c'est un point important. Ce test a un intérêt majeur chez les patients qui sont plutôt fatigables. Vous pourrez l'utiliser dans votre pratique quotidienne, notamment une fois que l'appareillage est réalisé, avec éventuellement des sources de bruit, pour mettre en évidence les difficultés du patient sans appareillage et avec l'appareillage. Ce test est intéressant dans les troubles cognitifs légers associés à des lacunes au niveau de la mémoire immédiate. Puisqu'évidemment, si le patient répète que le début de la phrase et pas la fin, vous aurez tout de suite compris qu'on a des soucis de mémoire immédiate. Les listes de mots dissyllabiques de Jean-Étienne Fournier, donc 40 listes qu'on connaît bien, avec un article devant chaque mot. Ce sont des listes constituées d'un mot simple, la plupart du temps, et vous avez 10 mots. Alors, la particularité de ces listes, c'est qu'elles sont mal utilisées. Souvent, quand dans notre pratique quotidienne, et notamment en clinique, dans les hôpitaux, on veut aller vite, on veut avoir une corrélation, une correspondance entre la tonale et la vocale. Donc, par rapport à l'auteur, on ne respecte pas les exigences de l'auteur, à savoir que normalement, on devrait réaliser à la même intensité 4 listes. Et à partir de ce moment-là, vous moyennez 4 listes, et là, donc, c'est plus 10 mots, mais 40 mots. Et donc, vous allez avoir quelque chose de plus précis. On va avoir un effet de suppléance mentale assez important, puisque ce sont des mots simples, ce sont des mots qui sont donc finalement moyennement difficiles, d'après l'auteur, et on va surtout aussi voir que de nombreux auteurs vont critiquer ces listes parce qu'ils vont dire qu'elles sont phonétiquement plus ou moins bien équilibrées. Elles ne vont pas mettre en évidence des capacités fines de décodage. C'est évidemment un test intéressant chez des personnes qui sont fatigables. Et vous pouvez, si vous ne pratiquez pas le test correctement, vous retrouvez à avoir une audiométrie de ce style, c'est-à-dire une audiométrie sous forme de vague, parce que tout simplement, comme vous n'allez pas moyenner, vous n'allez pas faire au moins 4 listes à la même intensité, chose que je ne réalise pas la plupart du temps, puisque je ne fais pas ce type de liste, mais je vais vous dire les listes que je fais après, je ne tombe pas dans cet écueil. Ensuite, nous avons les listes dissyllabiques de Lafon. Alors, on pourrait se dire que ces listes-là sont mieux équilibrées et finalement, on connaît du professeur Lafon la possibilité d'avoir d'autres listes puisqu'il a créé de nombreuses listes qu'on connaît bien, notamment celles qui vont suivre, qu'on appelle les listes cochléaires de Lafon. Les listes dissyllabiques, donc moins connues, ressemblent étroitement aux listes de Jean-Étienne Fournier, se présentent de la même manière et également, il est important de faire au minimum 2 ou 3 listes à une intensité identique pour avoir quelque chose de fiable. Alors, on est sur les mêmes, critiques qu'on pourrait dire que les listes de Jean-Étienne Fournier, c'est-à-dire que c'est vraiment un test d'information, mais ce n'est pas un test très précis.
les listes monosyllabiques deviennent plus intéressantes. Là, on a des listes qui sont un peu plus difficiles, puisqu'on a un seul phonème, et donc on va avoir moins de suppléance mentale. Par contre, toujours pareil, il faut faire plusieurs listes à la même intensité pour avoir un moyen-âge de qualité. On a une mise en évidence de la suppléance mentale qui effectivement est moins importante, une mise en évidence des capacités perceptives acoustiques qui sont plus fines, et donc le reproche, évidemment, c'est la qualité d'équilibrage phonétique de ces listes que certains phonéticiens reprochent. Ensuite, nous avons les listes cochléaires de Lafon. Ces listes cochléaires sont finalement les listes qui sont aujourd'hui les mieux équilibrées, les plus pertinentes dans notre pratique quotidienne, qui sont donc constituées de 3 phonèmes, de 17 mots, 3 phonèmes par mot. On a un phonème surnuméraire bonus, on multiplie par 2 le nombre des phonèmes pour obtenir la valeur précise du nombre d'erreurs. On a une mise en évidence des capacités de suppléance mentale du patient, avec également son niveau social. On a la possibilité d'avoir un codage et une information précise au niveau acoustique et perceptif. Ce test a un intérêt majeur chez tous les patients, quels qu'ils soient. Ce sont des listes qui sont équilibrées d'après tous les auteurs. Donc finalement, des listes qu'on devrait faire au quotidien et que j'invite tout le monde à faire. Évidemment, d'autres listes existent, les listes de David et Léon Dudley, qui sont des listes de logatomes, qui ont vraiment la même forme que les listes cochléaires de Lafon, mis à part que ce sont des listes de mots non signifiants, c'est-à-dire la même forme dans l'utilisation au quotidien, c'est-à-dire 3 phonèmes, 17 mots, et la comptabilisation identique. Donc comme il n'y a pas de suppléance mentale, on est sur des logatomes, l'intérêt est majeur, évidemment, et contrairement aux idées reçues, vous pourrez utiliser ces types de listes chez tout le monde, même si certains patients vous diront je ne comprends pas le mot. Au contraire, répétez ce que vous entendez, ne répétez pas ce que vous avez compris. Donc, aucune suppléance mentale, évidemment, mise en évidence des capacités fines de décodage, comme pour le test cochléaire de Lafon. Donc, un intérêt majeur au quotidien pour les adultes. Les listes pour enfants de Jean-Claude Lafon et de Borel Maisoni. Alors, ce sont des listes qu'on connaît peut-être un peu moins, puisqu'il y a d'autres listes qui s'appellent les listes de Boersma, qui sont équipées d'un article qu'on va voir juste après, mais qui se ressemblent étroitement et on est dans le même esprit. Encore une fois, corrélation entre l'examen audiométrique tonal, c'est l'intérêt de la vocale, et quand on fait ça en clinique en particulier, l'objectif n'est pas forcément d'être extrêmement précis sur l'intensité, mis à part en audioprothèse bien sûr, et ça c'est ce qui nous concerne, mais c'est d'avoir une bonne corrélation entre la perte auditive moyenne que vous allez avoir et le pourcentage de compréhension que vous allez relever au niveau de vos listes. Donc, des listes de 10 mots, le système de notation est exactement identique au dispositif de Fournier ou de Lafon précédemment cité dans le cadre des listes dissyllabiques. Pour Boersma, c'est la même chose, sauf que vous avez un article devant le mot, des plages également d'informations au travers d'imagiers ont été réalisées, ce qui permet également d'avoir l'utilisation de ces listes à partir de 2 ans. Donc c'est très utile puisqu'on peut avoir un dispositif de désignation d'image. On envoie le mot et l'enfant pointe du doigt l'image correspondante. Donc c'est un outil très utile au quotidien. D'autres types de listes, mais beaucoup moins utilisés, qu'on retrouvera bien sûr dans le tome 1 du précis d'audioprothèse, les tests fréquentiels de Jean-Pierre Dupré, donc c'est un test supraliminaire qui utilise des logatomes, test sur des zones fréquentielles bien précises, inférieures à 1500 Hz, fréquence comprise entre 2000 et 4000 Hz, et supérieure à 4000 Hz, les listes de netteté de Jean-Pierre Dupré, test qui reprend le principe du test cochléaire de Lafon, mais en utilisant des logatomes, le test de balayage de Jean-Claude Lafon, qu'on n'utilise plus du tout, puisque c'est un test qui permettait d'orienter le choix du test. C'est un test vraiment clinique, soit de cochléaire ou d'intégration. Et donc, justement, on arrive au test d'intégration, qui est donc sur les mêmes bases de listes que les listes cochléaires. Et c'est un test qui permet de mesurer les troubles centraux de l'audition. Le test de recrutement de Jean-Claude Lafon, qui permet de mesurer les difficultés d'identification rencontrées lorsqu'il y a du recrutement par zone fréquentielle. Le test de paire minimale de Rossi, Béra et Fontanez, analyse des traits phonétiques, en particulier compacts, graves et aigus. Le phonoscan de Benoît Virol,
teste les indices acoustiques au travers de l'ogatomes dont le phonème cible est toujours une consonne, le test dichotique de Gerger, Wilford et Katz, qui permettent de comparer les performances auditives de chaque hémisphère cérébraux, donc teste la fonction auditive centrale et donne une indication de l'oreille dominante. Et le test de Span, test là que vous pourrez peut-être utiliser, plus que les tests que je viens de citer auparavant, notamment pour quand vous avez un doute sur la mémoire immédiate de votre patient, liste de chiffres qui permet de vérifier les capacités de mémorisation immédiate du patient. Ce test est considéré comme normal si on répète au moins 5 chiffres, plus ou moins 2. En synthèse, pour l'audiométrie vocale dans le silence, il existe de nombreuses listes qui ont leur spécificité en fonction des besoins recherchés. A minima, et pour tous les patients, nous devrons réaliser, pour les adultes peu fatigables, des listes de Dudley, donc des logatomes, ou des listes cochléaires de Lafon. Pour les adultes fatigables, on proposera des listes disyllabiques de Fournier ou de Lafon, mais on effectuera plusieurs listes à la même intensité afin de respecter les consignes des auteurs. Des listes de phrases si nécessaire, mais ce sera plus marginal. Et pour les enfants, nous utiliserons des listes spécifiques de Borel-Maisonnit ou de Boersma. Je vous conseillerais Boersma, puisque vous avez des imagiers. Et ça, c'est très agréable et très pertinent. En ce qui concerne l'audiométrie vocale. L'audiométrie vocale, un excellent ouvrage de la SFA de 2020, a permis de référencer les 10 tests d'audiométrie vocale dans le bruit qui étaient utilisés dans la pratique quotidienne des audiologistes et des audioprothésistes. Un score avait été annoté en fonction du dépistage, du diagnostic initial, l'indication de l'appareillage, la mesure de gain prothétique, sur l'implant cochléaire, mesure apportée en binauralité et les études cliniques. Ça permet de scorer chaque test. Donc le test AVFB est ni plus ni moins le test de l'ogatome de David et Léon Dudley en présence de bruit, le SUN, le Mariaps, le French Dizzy Test, le triplet antiphasique, le FIST, et vous verrez que 2 tests se distinguent en particulier, on pourrait en mettre 4, mais j'ai choisi 2 tests en particulier qui avaient les meilleurs scores. Le Framatrix et le VRB, ça tombe bien, puisque le Framatrix est un test qu'on utilise presque dans notre pratique quotidienne pour certains, et le VRB qui est le test de vocale rapide dans le bruit de Christophe Vincent, Christian Renard et François Leclerc. Et un test français. Donc la vocale dans le bruit le plus souvent possible. Pourquoi le plus souvent possible? Parce que la plupart du temps, vos patients presbyacousiques qui viennent vous voir se plaignent de quoi? De difficultés de compréhension dans le bruit, avec une perte dans les aigus, donc des difficultés au quotidien. Et si vous ne faites pas de tests qui mettent en évidence ces difficultés, c'est un petit peu dommage. Donc si on veut bien prendre en charge ces patients, faire un test dans le bruit paraît essentiel. Du coup, quels sont les tests qui sont les plus pertinents? Aujourd'hui, on peut partir du Framatrix, qui est un test donc, qui utilise comme matériel vocal des phrases, qui est un bruit équilibré type speech noise, qui peut être réalisé sur un seul haut-parleur, donc monoral ou au casque. C'est un test adaptatif qui prend environ, ils ont mis à peu près une quinzaine de minutes, on est plutôt aux alentours d'une dizaine de minutes. Les auteurs, donc le professeur Kohlmeier, et c'est un test qui existe déjà depuis 2015. Et puis toute l'équipe bordelaise, dont notre président ici présent a fait partie pour valider cette test avec le professeur René Doman. Le VRB, donc un test français, un test venu du Nord, mis au point par Christian Renard et toute son équipe, et notamment François Leclerc, et le professeur Christophe Vincent. Donc un test qui est basé sur des phrases, un bruit d'onde vocale de David et Léon Dudley, et un test qui est plus... on va dire, plus écologique, puisque c'est un test où vous allez avoir une source de paroles face à vous et un environnement de bruit autour de vous au travers de 4 haut-parleurs. Alors, sur le test Framatrix, j'ai déjà détaillé rapidement les auteurs. Et donc, c'est une procédure commune de mesure audiologique à travers l'Europe, puisqu'il est traduit en plusieurs langues. Le test Framatrix, dans ses grandes lignes, ce test est connu sous le nom d'Oldenburg, test de phrase, test vocal adaptatif, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est la détermination du seuil d'intelligibilité ou SRT à une précision de plus ou moins 0,6 dB, donc ça c'est un point important. Habituellement, on visera le SRT 50, c'est comme ça qu'il a été validé, donc ça nous arrange, c'est le seuil d'intelligibilité, mais on pourra le rendre un peu plus, si vous voulez, moins difficile pour certains patients et faire un test aux alentours de 80 décibels, de 80% pardon, de SRT 80. Et on a encore des valeurs normatives qui apparaissent. Disponible dans plusieurs langues, comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc la normalisation pour le normand entendant, ça c'est un point très important. Vous voyez la pente, hein, on a une pente de 14 par dB de rapport signal-bruit, et on a une précision du test à plus ou moins 0,6 décibels. Donc c'est un test très précis avec une valeur de référence, donc une valeur moyenne située à moins 6 dB de rapport signal-bruit pour déterminer ce seuil d'intelligibilité dans le bruit. Donc si je vous prends 2 patients, pour être plus concret, eh bien on fait ce test avant appareillage. Avant appareillage, eh bien vous retrouvez une valeur de seuil de ce patient à 0,7 décibels. C'est le petit b qui est situé ici, la valeur normative ici. Vous avez l'intervalle, et vous voyez que ce patient donc est écarté par rapport à la référence de -6 de 6,7 décibels. Si je le prends après appareillage, eh bien vous voyez que mon appareillage a finalement été efficace, il pourrait être encore plus efficace, mais on voit que le petit b s'est déplacé vers la zone de normalité et qu'on a gagné 2,2 décibels de rapport signal-bruit. On vous a dit qu'on avait un test fiable à 0,6 dB, donc on peut considérer ce test comme fiable. Bien évidemment, on a fait au préalable des listes d'entraînement, ça c'est important, comme l'auteur nous l'a précisé. Et donc, on a une amélioration qui est significative, puisqu'on peut évidemment constater que la pente étant de 14% par décibel, eh vous avez une amélioration de 2,2 fois 14%, soit 31% de compréhension améliorée dans le bruit. Donc, c'est vraiment pour le patient probant, et il s'en rend compte également. Donc, vous avez été objectif, et vis-à-vis de votre prescripteur, vous pouvez l'informer de cela. Pour récapituler rapidement, donc c'est un test qui peut être fait donc, et qui est validé mono-haut-parleur, mais qui a été réalisé dans une étude de Julie Bestel avec toute l'équipe qui avait pu participer, multi-haut-parleur, qui avait été comparée au VRB. Mais si on prend l'étude Princeps, c'est une étude qui était validée au casque et qui a été validée mono-haut-parleur. Donc, voici les intervalles de confiance, -8 plus 4, et vous voyez les informations concernant la pente que je vous ai expliquées, donc c'est-à-dire 14% par dB. Il existe un test dégradé, plus simplifié, pour les enfants à partir de 5 ans, qu'on appelle Phrasimat, où vous allez non plus avoir 5 mots par phrase. Hein, c'était par exemple, Jeanne achète 10 piquets jaunes, ça c'est pour les adultes, et pour les enfants, vous allez avoir 3 mots, 3 vélos bleus par exemple. Et donc l'objectif, toujours pareil, on est dans le même principe, on va noter les réponses de l'enfant, et en fonction de ça, on va adapter, le dispositif va s'adapter automatiquement pour déterminer le seuil d'intelligibilité dans le bruit pour un niveau à 50%. On a 14 phrases au lieu de 20 phrases pour les adultes. Principe identique dans la notation au Framatrix. Le VRB. Le VRB, la vocale rapide dans le bruit, donc c'est un test d'audiométrie vocale qui a été développé, comme je vous l'ai dit, par François Leclerc, Christian Renard et Christophe Vincent à Lille en 2015. Il évalue la compréhension de la parole dans le bruit, le matériel et sa passation, 5 haut-parleurs, donc un test à la base qui était vraiment plus écologique puisqu'on n'était pas sur un mono-haut-parleur. L'avantage du mono-haut-parleur, c'est que si vous avez un patient qui s'avance ou qui se recule, bah, vous avez toujours une mesure comparable, et donc ça aussi c'est un avantage, alors que là, dans ce type de situation, vous êtes obligé de positionner votre fauteuil à un endroit très précis pour que votre étalonnage soit toujours respecté, et de demander au patient qu'il ne bouge pas la tête, qu'il soit bien en face du haut-parleur, situé à 1 mètre de cet haut-parleur central. Donc ça, c'est quand même très important. Donc on a 15 listes de phrases dont la notation se fait sur un nombre de mots-clés dans la phrase, en moyenne 3. Hein. Bruit vocal que tu disais, donc c'est celui de David et Longdodley. Et le niveau des phrases est constant à 65 décibels SPL, pendant que le niveau de bruit augmente par pas de 3 dB. On commence dans un environnement totalement calme pour arriver à un environnement complètement bruyant, où même la valeur du signal est négative par rapport au bruit. Un algorithme collecte la perte de RSB. Le VRB est fait pour que le normand entendant obtienne 0 dB. Donc dans la lecture, finalement, c'est plus simple que la lecture du Framatrix, puisque vous avez une zone de normalité ici, où vous retrouvez le SRT 50 qui se situe à 0.
Donc si on prend le cas de ces deux courbes, eh bien la courbe rouge, par exemple, patient non appareillé, vous vous retrouvez à avoir une perte de RSB aux alentours de 7, alors que si vous regardez à 50, vous êtes à 6, parce qu'il a moyenné évidemment les différents niveaux. Et si vous prenez la personne une fois appareillée, ben, vous vous rendez compte que elle a gagné, il y a eu donc une amélioration, et donc on a plus qu'une perte de RSB de 1,5 décibels. On est sur une pente, vous voyez, qui est assez importante, puisque la pente est de presque 1 dB pour 20%. Hein. Donc c'est un point important aussi à signaler. Donc les moyennes, comment se situe et comment fonctionne le test. Hein, vous voyez, donc le locuteur va se situer avec un haut-parleur face au patient et les 4 haut-parleurs en périmétrie. Donc c'est un test plus écologique, entre guillemets. La synthèse de la vocale dans le bruit. Le test Framatrix ou VRB doivent être utilisés dans la pratique quotidienne. Les tests sont fiables et reproductibles, peuvent être effectués de manière répétée sans effet de mémorisation. Ils répondent à l'arrêté de novembre 2018. Hein. Vous savez que l'arrêté de novembre 2018, on a un des points, le troisième point, puisqu'on a 3 points essentiels, la perte sur la fréquence 2000 Hz au moins de 30 décibels. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez éventuellement la vocale qui est dégradée à un niveau de 30 dB, ou alors éventuellement une modification de 3 dB de rapport signal-bruit par rapport à la courbe de référence. Et donc comme vous l'avez vu pour le Framatrix, on est situé à moins 6, et comme vous l'avez vu pour le VRB, on est situé à 0. En conclusion, donc pour la vocale dans le silence, eh bien, je vous conseillerais d'effectuer des listes cochléaires de Lafon ou de logatome de Dudley, d'éviter les listes disyllabiques au maximum, à part si vous avez besoin de faire un test d'information ou éventuellement une personne très fatigable. Plus rarement des listes de phrases. Et bien sûr, utiliser pour les enfants, privilégier des listes de Boursemar, parce que vous avez l'imagier et c'est donc très pratique. En ce qui concerne la vocale dans le bruit, eh bien, elle est à réaliser dès que possible, à faire lors des contrôles périodiques également, au moins 1 à 2 fois par an. Et attention, bien évidemment, le résultat n'est quasiment pas possible à obtenir sans appareillage si la perte auditive est supérieure à 55 décibels en moyenne. Je vous remercie pour votre attention. Voici la bibliographie. Merci beaucoup Grégory pour cette synthèse quasi exhaustive des tests disponibles en langue française. Merci aussi surtout d'avoir rappelé dans ton propos liminaire l'importance de l'étalonnage de la vocale. On voit encore tellement souvent des audiomètres en vocale qui sont en HL, en SPL, on ne sait pas trop, avec des graphiques dont on ne peut du coup pas comparer l'audiométrie tonale à l'audiométrie vocale, sachant que ces deux tests n'ont d'intérêt réel que si on les compare l'un à l'autre finalement. Exactement. Donc ça c'est vachement important. Il y a une question dans la salle. Quid de patients dont la langue natale n'est pas le français? Comment peut-on s'en tirer? Eh bien, justement, c'est très simple, puisqu'on a des logatomes de Dudley. Donc aujourd'hui, voilà un test qui répond parfaitement. Et puis ensuite, vous avez le test Framatrix dans le bruit, qui est multilanguage. Donc vous allez pouvoir utiliser ce test-là également dans le bruit. Alors, il existe des courbes de normalité, mais qui n'ont pas été publiées dans des articles scientifiques en ce qui concerne le test de David et Léon Dudley. Mais il y avait un mémoire d'audioprothèse qui avait été réalisé à l'époque, puisque dans l'outil Audix développé par Yves Lasserie, il utilisait ce test-là. Et donc, on avait des courbes de normalité en fonction des listes de mots. Je ne sais plus s'il y avait des listes étrangères, je ne pense pas, mais pour les logatomes, en tout cas, elles existent. Voilà. Merci beaucoup Grégory. Je vous propose qu'on continue nos travaux en accueillant Benjamin Chex, donc, qui est audioprothésiste à la Grande Motte, électrophysiologiste au CHU de Montpellier, membre du Collège national d'audioprothèse bien entendu, et qui est aussi investi particulièrement dans la recherche clinique, notamment dans la tech, et qui va nous parler des décibels HL versus les décibels SPL. Un vaste sujet. Benjamin. Vaste sujet en effet, oui. Bien, bonjour. Ah, finalement, je vois pas bien. Comme c'est un premier format, le workshop, je m'étais dit que j'allais sans doute faire participer la salle.
et puis voir un petit peu ce que ça donne, de façon à ce que ce soit un peu plus dynamique. Et, je pense que vous pouvez m'interrompre pendant. Le temps de présentation, je tiens un peu moins d'une demi-heure, donc on aura le temps d'un peu tout voir. Avant de commencer avec ce qui est présenté, j'ai pas de lien d'intérêt particulier. Je suis juste cofondateur d'Alliance Audition, mais il n'y a pas de lien avec la présentation d'aujourd'hui. Je propose d'abord de faire un petit voyage, parce qu'on a un organe qui fonctionne quand même assez bien et qui est à mon sens fabuleux. Notre oreille, elle est capable de détecter des sons extrêmement fins et d'avoir une sorte d'amplitude de détection, une plage d'application qui est très très grande. On ne va pas rentrer non plus trop dans les notions d'équation, etc. Il faut savoir que quand on mesure quand même, enfin quand on entend, on a une puissance acoustique qui arrive à nos oreilles. La plus petite, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et puis la plus grande, c'est 1 watt par mètre carré. Donc en fait, c'est une plage qui est très très grande. Si on compare avec une règle, eh ben, ça nous fait un écart de 1000 milliards à étudier. Si on rapporte ça à un atome, et j'ai pris la fusée Saturne, parce que le rapport c'est à peu près le même, bah, c'est comme mesurer une grandeur entre un atome et la fusée de Saturne. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Donc on va utiliser ces grandeurs-là, on va les mesurer sur une échelle logarithmique. Et donc on va utiliser le décibel. Donc je commence d'abord par vous parler un petit peu du décibel. Et puis après on va voir effectivement le HL, qu'est-ce que c'est, le SPL, qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec les dB-SPL avant cette présentation? Les dB-HL? Moi j'étais pas à l'aise. Je n'étais pas spécialement à l'aise parce que c'est des notions qu'on voit en première année, deuxième année. Et puis après, très vite, on rentre dans le moule là, de l'audiométrie tonale qui, elle, est en HL. Et puis on se pose moins la question de finalement d'où viennent ces deux notions-là. Donc j'ai essayé de vous simplifier énormément. Hein. Je me mets vraiment en position, je suis en cours en première année. Voilà. Donc le dB, en fait, ça vient de Graham Bell, on le sait. Ça a été créé dans les années 20 pour les besoins de télécommunications. Ça doit son nom grâce à Alexander Graham Bell. La petite histoire, on le sait, c'est que sa femme et sa mère étaient malentendantes, donc il a consacré quasiment toute sa vie à l'étude de l'audition. Ça, c'est pour la partie historique. J'ai essayé de convertir, enfin amener de ces fameux watts par mètre carré, comment on les amène à des décibels. Alors c'est simple, hein, vous prenez une échelle, vous mettez votre intensité de référence, enfin celle à partir de laquelle on commence à entendre, donc ces fameux 10-12 watts par mètre carré. Et puis on va mettre chaque petit curseur jusqu'à notre intensité maximale de perception. Si on dit que c'est 10-12 watts par mètre carré, ça correspond à 0 Bell, eh bien on va avoir cette échelle-là, donc de 0 à 12 Bell. Et puis le lien, il est quasiment assez rapide. 1 Bell, ça fait 10 décibels. Ben, on se retrouve avec une échelle qu'on connaît un petit peu mieux, celle de notre dynamique, de 0 à 120 dB. J'ai trouvé ça assez sympa sur YouTube, pour ne pas vous le cacher. Mais c'est une vision qui est assez simple à mon sens. On passe de quelque chose où on nous parle de puissance acoustique, etc., avec des watts par mètre carré, assez compliqué à appréhender. On retombe sur du dB, finalement en 3 étapes. Donc notre décibel que l'on utilise tous les jours, ça va être un rapport entre deux valeurs de même nature, avec le Bell qui est le fameux logarithme en base 10 de notre I sur I0, et puis le le décibel qui est en fait c'est 10 log de I sur I0. Je m'arrête là pour les petites équations, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Alors vous allez me dire, le dB-SPL dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? D'où il vient? Tout simplement, il va s'appuyer sur la valeur efficace de la pression acoustique. Et c'est l'unité que l'on préfère en mesure acoustique. Je reprends une dernière fois mes watts par mètre carré. L'équivalent en pression acoustique maintenant, ça va être 2,10,5 pascal pour la plus petite pression acoustique que notre oreille peut détecter. Et puis, ça commence à faire un peu bobo à partir de 20 pascal.
Et là, on va avoir la fameuse petite équation là, des courbes acoustique, où le niveau en dB/SPL, c'est 20 log en base 10 de P sur P0. Donc c'est assez simple. On arrive à passer de la puissance à la pression. Mais en fait, pas tant que ça. Vous avez vu dans vos cours de psychoacoustique que notre oreille n'était pas sensible en fonction de la fréquence, hein, tout simplement. Donc ici, je vous mets un schéma très simple de notre champ auditif avec une courbe qui va montrer... Alors j'avais un pointeur, avec ça, ça marche? Ouais. Vous voyez qu'il faut une pression acoustique un peu plus supérieure pour avoir un début de perception dans les basses fréquences, et puis une pression acoustique un peu plus faible pour avoir une sensibilité équivalente dans les médiums. Dans les aigus, ça remonte un petit peu. Et puis en haut, vous reconnaissez hein, le seuil de tolérance. Hein. Donc on a notre dynamique là. On en a déduit par les mesures de psychoacoustique, on a ces courbes isosoniques hein, qui vont permettre de trouver l'égale sensation sonore. Alors c'est là où je vais vous faire rentrer un petit peu en jeu, parce que je me suis dit qu'à 10 heures, on commençait à avoir un petit pic de glycémie qui baissait. Donc je vais vous réveiller un petit peu si vous endormez. Quel est le seuil minimum audible à 30 Hz d'après vous? Donc en bas, vous avez l'échelle en fréquence. En haut, sur l'axe de gauche, vous avez l'échelle en dB/SPL. 60? Il y a du 70 par là. La difficulté, c'est de savoir si on prend la petite courbe en pointillé ou la courbe en très plein. Ouais. Allez, je vous la mets là. Donc effectivement, on va le voir juste après, hein, mais il y a une différence entre la perception sur une oreille et sur les deux oreilles. C'est pour ça que vous pouvez avoir ces petites variations-là. Donc là, pour 30 Hz, on a dit, effectivement, on prend ici, hein, et puis on remonte, on entend à partir de 60 dB SPL. Deuxième question très simple maintenant. Quel est le seuil minimum audible à 2000 Hz? Suivez la petite courbe. Ouais. J'ai mis des questions hyper difficiles, hein, je sais, c'est le matin. Ok, donc on est à 0. On en fait une dernière, on va aller un peu plus dans les hautes fréquences. 10 000. Vous avez combien, 10 000? Je ne sais pas non plus, il faut que je regarde. C'est un peu variable. J'ai entendu du 40, du 15. 15. C'est ça, on est à peu près à 15. Hein. Votre point, vous allez vous positionner à 10 000 et vous remontez. Donc vous voyez que ces trois valeurs-là, 60, 0 et 20, qui sont des valeurs en dB/SPL, c'est-à-dire par rapport à la pression acoustique que l'on reçoit, eh ben, elles ne sont pas identiques. Hein. C'est quasiment comme si on mesurait avec un sonomètre à ce moment-là. Dernière question, un son pur de 40 dB/SPL, est-ce qu'il peut être perçu à 40 Hz par un normand-entendant? Donc il faut compter, là, pour si on y voit bien, vous avez ici 20, 30, 40. On remonte. 40, on devrait être par là. Donc a priori, c'est pas perçu. Alors, ça nous perturbe un petit peu cette lecture-là des lignes isosoniques, hein, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas au quotidien, à part si on fait de la recherche en psychoacoustique éventuellement. En pratique clinique courante, on préférera utiliser les dB/HL pour hearing loss, on le sait tous, c'est en gros des décibels liés à la perte s'il y a une perte d'acuité. Et ça, on va s'en servir pour l'évaluation des seuils audiométriques en clinique classique. Et les ORL utilisent ça au quotidien. Donc pour passer des dB/HL au dB/SPL, rappelez-vous en cours, on nous a montré probablement ce schéma-là. Vous avez l'échelle de fréquence en bas qui va rester en bas, et puis l'échelle de dB/SPL qui va s'inverser pour devenir des dB de perte. Et par contre, on va normaliser ce 0 dB. Ce 0 dB là, il correspond au minimum acoustic field, acoustic pressure, en bon français. Donc vous l'avez ici. On prend cette courbe-là, on retrouve les points là que je vous ai fait chercher très difficilement. Et donc ce 60, ce 0, ce 15 à peu près, hein,
eh ben, on va les retrouver ici dans l'audiogramme HL, avec votre 250 Hz, où on va dire que toutes les personnes qui répondent à ce niveau-là, ça va être du 0 dB, et ainsi de suite. D'accord ? J'avais fait une diapo là-dessus, mais je me suis aperçu que je me suis un peu trompé. Quoique, en tout cas, j'ai pris cet audiogramme-là au CHU. Faire attention aux axes. En bas, vous avez les dB SPL. Et puis ici, apparemment, du coup, c'est du dB HV. C'est pareil. Ah, voilà, ok. Et ring vocal. Oh, c'est peut-être le moment où... Ouais, ok. Parce qu'en fait, tous les ans, on a les étudiants qui nous demandent, on prend l'axe du bas ou on prend l'axe du haut? Eh ben, en fait, ça dépend. Ça dépend si vous faites au casque, ça dépend si vous faites... Et voilà. On continue. Alors, quel dB on va choisir? En fait, ça va dépendre de la mesure. Pourquoi ça dépend de la mesure? Parce qu'en fait, on va travailler on va avoir nos dBHL qui vont être pris initialement sur le premier rendez-vous, sur notre audiogramme clinique. Mais après, nous, on va faire nos mesures avec l'adaptation de nos appareils. Donc, petite question pareille, les logiciels de fabricants, est-ce qu'ils utilisent des valeurs de seuil en dBHL ou en dBSPL, d'après vous? Hein, quand ils vous font les calculs de prescription, etc., comment ils travaillent? SPL? C'est à peu près clair pour tout le monde. Effectivement, ils vont prendre des dB SPL. Les modules REM, quand vous faites votre mesure in vivo, pareil, est-ce qu'ils vont prendre les valeurs issues de la mesure sur l'audiométrie en dB HL ou dB SPL? SPL, ouais. C'est pas très dur, hein. Ça va. Et l'audiogramme tonal, est-ce qu'il utilise des valeurs en dB HL ou dB SPL? HL. Là j'ai une belle unité, là. Ok. Vous sentez des petits doutes quand même avant, hein. Ok. Donc, Nicolas en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a une fonction, il y a une conversion entre les dBHL qui va se mettre en place, celle que l'on mesure, et les dBSPL, décidément j'ai un peu de mal, utilisés par les logiciels fabricants et également par les modules de mesure. Donc, il y a une fonction de transfert qui entre en jeu dans cette conversion-là, et c'est elle qui est nécessaire pour la calibration de nos transducteurs, de nos casques et de nos inserts. Je vous ai mis ici les tableaux de référence, c'est la norme ISO 800. J'avais mis des petites notes hein, pour être très, très franc, mais on n'a pas le mode présentation, donc c'est ISO 803, je crois. Et c'est pas très important, c'est quand les personnes viennent nous faire les étalonnages dans nos cabines, ils vont se servir en fait de ça, de ce RET-SPL. Alors ici, vous voyez par exemple que lorsqu'on utilise plutôt un casque, le 0 dB HL, en fait, il va correspondre à 7,5 dB qu'il faudra ajouter. À 1000 Hz, toujours, si vous mettez en insert, là, on va avoir plus que 0,5 à compenser. Par contre, si on prend les basses fréquences, vous voyez qu'il y a un écart qui est un petit peu plus grand. Et je vous ai mis la petite vignette de Cyril Ferraud. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un si grand écart entre 250 Hz, entre la version au casque, ici, 27, et ici, aux inserts? Effectivement, la réponse est sous vos yeux. J'ai pas entendu. Il y avait une question, il y avait une réponse par là-bas? Il y a une partie de résonance de conduit, ouais. Mais il y a aussi un élément qui se passe dans les basses fréquences dans notre conduit, justement. Vous avez une idée? Ouais, j'entends le mot fuite, c'est ça. Hein, on va avoir quand même beaucoup plus de fuite sur les basses fréquences. Et quand on est au casque, on n'est pas tout à fait obturant, hein, on est sur des casques posés sur le pavillon. Donc c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup plus compenser dans les basses fréquences quand vous êtes au casque par rapport aux inserts. Et donc il y a une incidence évidemment aussi sur le couplage, hein, ça on le sait maintenant. Donc c'est bien lié à ça, hein, c'est lié à notre différence de transducteur, ce gros écart-là. Si mon audiomètre maintenant il est calibré avec un casque et que je souhaite utiliser, non, est-ce que je peux utiliser des inserts? Hein, donc j'ai dans mon tiroir, j'utilise des inserts, mes inserts casques. Est-ce que je peux mettre un casque à la place? Non, non, effectivement on peut pas.
hein, on va pas avoir la même table de calibration, hein, c'est la table juste avant qu'on vient de voir. Donc c'est pas quelque chose à faire, même si ça peut être tentant, on se dit bon, à peu de choses près, allez, je peux brancher. Ouais, non, on va pas du tout avoir la même calibration à ce moment-là, donc faut faire attention. La réponse est non. Maintenant, j'utilise des inserts au quotidien, j'en ai un qui casse, j'en ai un dans mon tiroir. Est-ce que je peux en brancher un de secours là pour finir ma journée? Ouais. Donc on me dit qu'il y a des petits écarts. Alors, par sécurité, j'ai préféré mettre non. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, les transducteurs, ils vont avoir sur les modèles de légères variations. Donc dans l'idéal, il ne faudrait pas. En pratique, on pourrait le faire, vous pouvez passer la journée. Mais vraiment, normalement, un transducteur a sa propre calibration. Vous en mettez un nouveau. À cause de ces petites variations-là, si vous voulez être bien précis, il vous faudra refaire une calibration sur ce nouveau transducteur en l'occurrence. Un casque TDH39, c'est calibré sur un coupleur de 10 cc, donc ça, Nicolas l'a bien expliqué. Les inserts, eux, sont calibrés sur des coupleurs de 2 cc. Ça vient de cette différence-là de volume du conduit. Le casque étant posé, on a plus de volume entre le conduit et la partie où il y a le casque. Alors que l'insert, l'insert, oui, inséré dans le conduit auditif, on va avoir un volume beaucoup plus petit. Donc ça ne sera pas tout à fait le même outil de calibration, ni la même norme. Donc c'était 389 la norme, la norme ISO. Alors ça implique quoi? Ça implique qu'en fait les fabricants d'aides auditives et les méthodologies de calcul sur lesquelles on travaille utilisent des valeurs estimées en dB SPL au tympan. Alors que nous, audioprothésistes, dans la grande majorité, on va faire nos premières mesures, audiométriques du moins, avec des résultats qui sont déterminés sur une échelle en décibels HL. Donc si tous les conduits avaient un volume identique, ça serait hyper simple, hein, on n'aurait finalement pas besoin de faire tant de calibration, tant de correction que ça. Donc on a besoin de ce RET SPL pour revenir sur nos notions là, de calibration. Parce que ce RET SPL, ça reste quand même une statistique. Donc ensuite, vous, au quotidien, il vous faut revenir sur des vraies valeurs. À cause de ces problèmes anatomiques, et notamment chez l'enfant, c'est là où vous allez avoir les plus grandes variations malgré votre bonne calibration. Donc comment passer de précision, avec précision du volume d'étalonnage du casque au volume individuel de votre patient testé? Pour moi, en fait, la meilleure méthode, c'est d'utiliser le REDD. Nicolas t'en a parlé. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a plus, enfin, en tout cas, on l'a pas sur les audiomètres actuels. Pour faire simple, mais tu l'as expliqué, hein, c'est à une fréquence donnée. Si mon patient entend 0 dB HL quand on lui met le casque, et que votre sonde in vivo que vous mettez dans le fond du conduit est de 60, votre REDD, c'est la différence, c'est 10 dB. Ça sera d'autant plus grand en fonction de la position du casque, de la fréquence et de l'anatomie aussi du conduit auditif. Et puis, on a plutôt tendance à faire du RECD. Comment ça nous permet de passer avec précision du volume d'étalonnage de mes inserts au volume individuel du patient que l'on teste. C'est une mesure qui est en 2 étapes. Une première étape dans l'oreille et une autre mesure dans un coupleur. On va comparer le niveau sonore atteint dans l'oreille à celui atteint dans le coupleur de CC de notre chaîne de mesure. Et à ce moment-là, le RECD, ça sera l'écart en dB pour passer du coupleur au conduit. Et ça vous permet de travailler non plus directement dans le conduit auditif, mais de placer votre appareil dans le coupleur de votre chaîne de mesure. C'est assez pratique chez les enfants qui vont bouger. Et c'est vrai que des mesures sondes dans l'oreille seront plus difficiles à ce moment-là. Le spélogramme, j'y viens rapidement, c'est que du coup, vous allez avoir une représentation de vos données audiométriques en dB/SPL au tympan de votre patient. C'est un graphique qui est quand même très pratique pour visualiser l'intégralité de la dynamique auditive résiduelle de votre patient. Ça vous permet d'afficher le Visible Speech Mapping, qui sera pédagogique à la fois pour le patient et pour l'accompagnant. Puisque là, typiquement, vous allez pouvoir montrer de façon très visuelle votre dynamique entre le seuil, en gros, le niveau où on ne perçoit pas et le niveau où ça devient trop fort. Et puis après, vous avez vos courbes qui apparaissent là-dedans quand vous faites une mesure appareillée.
Donc pourquoi passer l'audiogramme HL à l'audiogramme, enfin à l'SPLogramme? L'audiogramme classique en dBHL, on le sait, va être très pratique pour diagnostiquer, visualiser rapidement une perte auditive, mais elle ne va pas refléter l'énergie physique qui arrive réellement au tympan. Alors que le SPLogramme, il est pratique, hein, il va superposer votre audiométrie, votre sortie d'appareil, avec incluant vos marges de confort et d'inconfort sur une même échelle. Et puis très visuellement aussi, vous verrez très rapidement l'amplification calculée si elle tombe bien dans la zone voulue. En conclusion, vous utilisez l'audiogramme HL pour l'évaluation auditive, premier bilan on va dire, et puis la communication avec votre ORL, ils ne sont pas habitués à avoir des audiogrammes en dBSPL. Puis le SPLogramme, enfin en tout cas toute l'utilisation des dBSPL, c'est celle que vous faites en pratique, qui va vous permettre de faire vos réglages fins, de vérifier la sécurité, hein, de ne pas dépasser les seuils d'inconfort. Puis vous aurez une preuve objective surtout que votre parole est rendue audible. Je termine rapidement parce qu'il y a le congrès de la Société française d'audiologie qui se déroulera sur Montpellier en septembre 2026. Donc vous avez un QR code, vous pouvez commencer déjà à vous préinscrire, mais je pense que ce n'est pas encore disponible. Mais voilà, c'était surtout pour vous rappeler ça. Je vous remercie, je pense que j'ai même récupéré un peu de temps là. Ouais, pas mal, hein? Cette présentation très vivante et pour le respect du timing qui nous a permis de rattraper le retard que nous avions. Donc, a priori, il n'y a pas de questions sur la tablette. Je vous propose... Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Alors, j'y retourne. Y a-t-il une différence de précision entre la mesure du REDD et du RECD? A priori, non, puisqu'elle est faite dans des conditions... le REDD, je ne sais pas où est la personne qui a posé la question. Ah, c'est toi. Ouais. Je savais que tu allais me coincer. Non, le REDD, vous allez poser votre sonde en fond de conduit et votre RECD, après, lui, il va prendre directement ce qui a été pris avec votre embout ou également votre insert. Vous allez reporter après sur votre chaîne de mesure, donc il n'y a pas de grosse différence. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Parce que techniquement, dans la mesure, c'est différent, mais est-ce que réellement derrière, je peux avoir des différences de précision dans cette mesure ou pas? Parce que techniquement, le REDD, on l'a pas tous, le RECD. Ouais, on peut le faire, ouais. Quand on vient reprogrammer son hardware pour enregistrer l'étape, coupeur en truc, on a juste à mesurer sur l'oreille, ça prend une idée. Alors, est-ce que du coup, il vaut mieux faire l'un ou l'autre, ou est-ce qu'en fait, on peut pas faire moi, je préférais de faire du REDD. Voilà, clairement. Mais ouais, tu as peut-être quelque chose à apporter. Moi, je regrette un peu qu'on l'ait plus trop, cette mesure-là. En fait, le REDD, il est strictement identique au RECD, à condition que les inserts soient parfaitement calibrés au 2CC par le technicien qui vient faire ton calibrage, et qu'ensuite, toi, tu calibres tes inserts de RECD exactement dans un coupleur 2CC, exactement dans les mêmes conditions que les inserts audiométriques ont été calibrés. Dans ce cas-là, le RECD est forcément, l'incertitude légère de mesure près, on va dire sur certaines fréquences peut-être, mais en théorie, si tout est parfaitement bien calibré, les deux résultats sont identiques. En théorie. Parce qu'en réalité, voilà, on aura toujours le petit détail, mais